the language of your choice. Aujourd'hui, nous avons l'option de choisir la traduction We simultanée. have the simultaneous translation offered. Au bout de votre écran sur l'interprétation. Alors, cliquez sur la barre inférieure de l'écran Zoom, choisissez l'option français ou en anglais. Ceci étant dit, nous allons commencer. Prochaine diapo. Aujourd'hui, notre heure du jour est assez simple. Nous allons commencer avec une mise en contexte, une présentation à ce qu'est cette collaboration canadienne et un aperçu aussi de la demande de proposition. Je vais dire quelques mots également sur certaines des réponses que nous avons aux questions fréquentes que nous recevons. Puis, vous aurez la possibilité à la fin de poser toute autre question que vous pouvez avoir. Nous allons dire quelques mots sur les participants et les partenariats. Vous avez remarqué que la séance est enregistrée. Elle est enregistrée. Nous allons partager le lien plus tard. Nous allons l'afficher sur le site Internet ou dans le clavardage. En fonction de la question que vous allez poser aujourd'hui, nous allons aborder cette section questions fréquentes et nous allons y répondre. Au fur et à mesure que je vais faire ma présentation, sentez-vous bien libre de noter dans le clavardage les questions que vous pourriez avoir à l'esprit. Nous allons essayer d'y répondre au fur et à mesure que je parle, mais à la fin, il va y avoir aussi une période de questions si ça n'a pas été répondu ou pour vous assurer de bien les poser à la fin. N'hésitez pas, vous pouvez les écrire en français ou en anglais. Ceci étant dit, plongeons dans le vif du sujet. Nous allons parler de CANSFE. Qui sommes-nous? Ce qu'est cette coalition canadienne pour la santé mondiale. Ceux qui ne connaissent pas CANSFE, nous sommes le partenariat canadien en santé mondiale et on nous décrit surtout comme étant une coalition, un regroupement d'organisations qui travaillent dans le domaine de la santé mondiale et la qualité des genres au sein d'organisations, avec des établissements d'enseignement, de recherche, le secteur de santé, les professionnels en santé, tous ceux qui travaillent dans ces secteurs avec les adolescents, les enfants et leurs communautés. Peut-être vous rappelez qu'en 2018, nous avons lancé la première coalition canadienne pour la santé mondiale. On a appelé ça la collaboration. La collaboration, finalement, est une vision unique de CANSFE. Nous savons qu'il y a eu des écarts importants dans le financement de solutions en matière de santé mondiale. Un financement axé sur le contrôle de l'évaluation, les recherches, tout à fait liées à des projets et aussi aux initiatives que vos organisations pouvaient avoir. Mais on veut mettre l'accent, l'énergie, les ressources pour se pencher sur les les défis concernant les données. C'est important si on veut évoluer et s'attaquer aux secteurs qui sont importants pour nous. En 2018, nous avons lancé la première vision de cette initiative qui a duré 2 ans, de 2018 à 2020. Et je vais vous donner le lien si vous voulez prendre connaissance des 6 projets qui ont eu lieu pendant cette phase. Ça a duré 2 ans et c'était une initiative absolument enrichissante. À partir de ce que nous avons appris de l'expérience et des succès, nous lançons la deuxième version en faisant des petites améliorations, des ajustements en fonction des commentaires reçus des participants et aussi de ceux
qui ont participé et qui ont adopté les solutions et les innovations générées par cette initiative. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette version de la collaboration? C'est que la COVID euh, a euh, eu lieu en plein milieu de notre mandat précédent. On a dû s'ajuster rapidement. On voulait revoir la structure de la collaboration pour permettre une innovation rapide qui est nécessaire dans certaines situations. L'autre chose que nous avons constaté aussi, parce qu'on travaillait tous ensemble pendant cette période, c'est que la COVID a causé beaucoup de tumultes, de perturbations, surtout dans les systèmes d'information de la santé, la façon dont on recueille des données, dont on l'utilise de façon sécuritaire, de façon éthique, et la façon aussi dont on pratique le contrôle, l'évaluation, et aussi tout cela, ça a changé. De sorte que nous approchions de la fin de ces 2 ans, au début de la COVID, nous devions voir comme acteurs comment voulions-nous s'y attaquer de façon novatrice. Donc, ça a représenté des défis énormes et ces défis ne sont pas différents de ceux du mandat précédent, de l'initiative qui existait. Je veux souligner les 3 défis essentiels qui étaient prioritaires avant, mais qui le sont toujours. Tout d'abord, c'est les lacunes en matière de données, de collecte de données. Ça persiste et c'est surtout le cas dans des contextes fragiles, des données qui concernent ou qui sont au sein de communautés marginalisées et aussi de voir aussi les résultats. Le deuxième défi, lorsqu'il y a des données, nous savons que ces données, ressources ne sont pas nécessairement accessibles. Si ça existe, ça ne veut pas dire que ceux qui en ont besoin peuvent y avoir accès ou peuvent même l'utiliser ou elle peut être inutilisée parce que ce n'est pas dans un format qui peut être utilisé. Ça entraîne des doublons, beaucoup de manque d'adoption ou une programmation inefficace. Ce n'est pas utilisé de la façon la plus efficace, disons. Le troisième défi, on entend les organisations et les partenaires qu'il existe une limitation de mettre en œuvre des solutions ou d'adopter des approches féministes, qui est une priorité pour beaucoup d'organisations canadiennes. Cette capacité, ce manque de capacité se manifeste de différentes façons. Ça peut être un manque de ressources financières, humaines, des limites concernant des compétences ou les opportunités de renforcer les capacités ou le manque de connexion de partenariat avec ceux qui ont ces liens et ces compétences. Ce sont des défis plutôt vastes, mais qui trouvent à l'intérieur de cette expérience. On pense que cette collaboration est un mécanisme unique qui permet de remédier en quelque sorte à ces défis et aussi qui permet de s'attaquer à des nouvelles idées. Je veux que vous reconnaissiez le fait que toute cette initiative de collaboration est rendue possible grâce au soutien d'Affaires mondiales Canada et on est très heureux d'avoir leur soutien qui continue pour cette initiative et pour l'approche stratégique que nous utilisons. Nous avons apporté des changements, comme je l'ai dit, sur la façon dont cette collaboration va fonctionner. Ces changements répondent directement aux commentaires qu'on a reçus de partenaires et aussi de la première version de l'initiative. Les Lab Partners, je parle des projets Lab individuels
La façon dont la collaboration est structurée, c'est qu'on a différents projets individuels, c'est-à-dire des projets ou des idées qui ont été présentées et qui sont en réponse à l'offre de proposition. Les groupes sont sélectionnés et ces entités, ensemble, collaborent afin de réaliser chacun de leurs projets, mais aussi pour soutenir. Maintenant, nous procédons un peu différemment. En 2020-2021, nous, en 2018-2020, nous avions des fonds à utiliser pendant cette période. Cette fois-ci, étant donné que c'est une deuxième version, nous avons plus d'expérience, nous allons aborder les choses différemment quant à notre structure. Nous appelons cette approche une approche sur plusieurs phases. Au lieu d'avoir plusieurs projets sélectionnés au début et assurer la poursuite de ces projets pendant un certain nombre d'années, cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons voir comment structurer les projets de façon à ce que ce soit possible de les constituer au début et de poursuivre le travail dans une deuxième phase. Voici le français. En faisant cette structure en deux phases, les gens seront mieux préparés à étendre le travail au cours des années à venir. Nous avons donc deux phases. Comme j'ai dit, la première s'appelle la phase initiale. Voici la demande de proposition. L'idée, c'est que les propositions sont présentées et ça se fait donc dans cette phase initiale. Le financement des initiatives démarreront en avril 2022 pour une période d'un an jusqu'à mars 2023. C'est une attribution de fonds d'une seule année pour des projets ou des labos qui peuvent tester leurs idées, voir si l'idée mérite d'être examinée plus à fond, et si on peut y amener des nouveaux partenaires ou si on peut consolider les relations afin de réussir le projet. Ce qu'on essaie de faire aussi avec plusieurs fois, euh, souvent, la façon dont les projets sont élaborés, c'est que tout est expliqué au début et on a peu de temps pour présenter une proposition. Il faut tout avoir. Il faut que ce soit aussi solide que possible. Si on vous attribue des fonds, et on est mieux de rien changer parce que on a approuvé ces fonds pour que vous fassiez ce qui était établi au départ. On pense que cet environnement ne permet pas le développement novateur qui est nécessaire. Nous voulons avoir des idées, c'est sûr, prometteuses et identifier les lacunes, les défis. On veut vous donner l'attitude nécessaire pour collaborer avec d'autres personnes pour voir si d'autres études plus approfondies valent la peine, s'il y a des changements nécessaires qui doivent être ajoutés au sein de l'équipe. Et ce genre de collaboration et d'études nécessite des ressources et ce n'est pas gratuit. Souvent, les coûts sont assumés par les organisations qui essaient d'élaborer des propositions pour lesquelles ils auront peut-être ou peut-être pas de fonds. Nous, on veut que vous ayez cette latitude avec vos partenaires pour exposer vos idées et aussi voir qu'est-ce que vous avez besoin pour réussir. Vous avez un an pour le faire et démarrer le travail associé à ce projet et avoir une bonne idée aussi des défis que vous devez relever. Après cette phase initiale, c'est là où vous avez un fonds pour cette période-là. Mais la vision, c'est que dans la phase suivante, qui est la phase d'exploration, c'est une phase de 3 ans. Alors, elle suit immédiatement après la phase initiale de mars 2023
après mars 2023. C'est une phase de 3 ans, certains ou tous les projets recevront du financement accru sur plusieurs années pour développer, mettre à l'échelle leurs idées, les solutions et pour diffuser les résultats de ce qu'ils ont produit et aussi inspirer la prochaine génération de leaders canadiens dans ces domaines. Je dirais aussi des leaders, pas seulement canadiens, mais dans le monde, en renforçant les capacités, en faisant participer les étudiants, des résidents, des postdocs, du personnel niveau subalterne pour qu'on puisse accroître notre capacité collective quant à ces défis. Quand on dit certains, les labos en partie ou en totalité, parce qu'on reconnaît que la phase initiale va mettre à l'essai des idées et ce n'est pas toutes les idées qui nécessairement vont pour se poursuivre dans une initiative de 3 ans. Ce n'est pas nécessaire que vous donniez une idée en supposant que ça va vous prendre encore 3 ans pour la développer. Mais on veut quand même avoir cette option pour vous aider dans cette période. Je sais qu'il y a des questions sur si est-ce qu'on doit faire une demande pour l'une et séparément pour l'autre phase, mais clairement, je veux expliquer que dans le cadre de cette proposition, ce n'est que pour la phase initiale. Et ceux qui vont réussir à cette phase, ensuite vont avoir le soutien nécessaire pour poursuivre dans la phase d'exploration. Alors, la phase de 3 ans. Donc, ce n'est pas nécessaire de donner des détails sur ce que vous voulez faire, par exemple, après la phase initiale, après 2023. Il y a peut-être des idées que vous avez, mais ce n'est pas requis dans le contexte de cette demande de proposition. Quels sont les résultats souhaités? D'abord, c'est ce qu'on appelle enquête d'investigation. Ce sont les grandes questions que nous avons ici. Quelle est la méthodologie? Est-ce qu'il y a des capacités, des ressources? Est-ce qu'il y a des écarts qui empêchent la réalisation du défi? Comment la solution proposée va résoudre ces écarts en s'appuyant sur des données probantes? Le cas échéant, alors ici, on va vous demander de nous dire un peu plus quelles sont les données provantes quant aux défis. Qu'est-ce qu'on connaît déjà? Et qu'est-ce qu'on doit savoir? Au cours de cette phase, les labos vont faire de la recherche sur les défis au niveau des données, voir quelles approches existaient et où il situe la solution proposée. S'il y a quand même des éléments qui existent, qu'est-ce que vous avez identifié? Mais au cours de cette année, on s'attend à ce que vous contribuez de façon importante aux connaissances. L'autre section, c'est l'incubation de solutions, c'est-à-dire faire des projets pilotes pour identifier les lacunes au niveau des données. Dans la première phase, on pense que vous allez commencer quand même démarrer ce travail et ensuite prendre de l'expansion dans les 3 ans qui vont suivre. Genre de questions que les labos vont envisager. Quels sont les avantages, les limites des solutions que vous proposez? Comment est-ce que ça peut fonctionner ou pas selon les contextes? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être mis à l'échelle et d'autres sont spécifiques à certains contextes? On peut travailler sur un contexte, mais avoir un impact important. Comment les organisations peuvent travailler de façon équitable et efficace dans ces situations pour être en mesure de réussir? Ce que j'aimerais dire aussi en ce qui concerne le vocabulaire de l'innovation, nous nous attendons pas à ce que les propositions toujours supposent la création de quelque chose de tout à fait nouveau.
Non, par exemple, créer une application comme solution, même si évidemment c'est très valable, c'est tout à fait possible aussi et c'est une contribution possible. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voulons que les labos réfléchissent à ce qui va faire une différence importante quand on parle des défis et comment les surmonter. On veut aussi voir comment vous pouvez utiliser les ressources actuelles pour avoir un impact. Nous voulons avoir une définition assez vaste de l'innovation pour que vous puissiez présenter les idées les plus créatives que vous avez. C'est très important aussi de noter, en fait, on va en parler dans quelques instants, c'est que les propositions doivent comporter une orientation forte sur la qualité des genres et aussi doivent mettre l'accent sur la santé de façon générale, telle que définie par les déterminants de la santé. Quelles sont les approches et les valeurs générales qui nous guident? Comment est-ce qu'on veut aborder ce travail? Dans la première version de la collaboration, nous avons évalué le travail, nous avons parlé à ceux qui ont fait le projet dans cette première version de la collaboration et nous avons tenté de voir quelles étaient les clés du succès, quels étaient les éléments principaux de cette approche de la collaboration qui a bien fonctionné et qu'on pourrait maintenir ou renforcer. Et voici les quatre qui ont été identifiés. Le premier, c'est mettre l'accent sur un apprentissage partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que créer des opportunités pour chacun des labos sélectionnés afin qu'ils puissent échanger des idées entre eux et établir des liens. Les possibilités de financement peuvent être pour plusieurs projets, mais vous savez peut-être jamais quels sont les autres projets, à moins de rencontrer ces personnes qui en sont responsables à des événements spéciaux. Il faut déjà avoir des contacts avec eux pour savoir quelles sont leurs idées à partir de cela, apprendre quel est leur travail, établir un partenariat. Nous, on veut soutenir cela. Nous l'avons fait la dernière fois, ça a très bien fonctionné. On veut aussi le faire encore mieux cette fois-ci. Voici les avantages et les attentes de cette collaboration. Les gens vont collaborer, apprendre ce que sont les autres initiatives et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour partager avec eux et apprendre. Deuxième élément, c'est l'adaptation. Comment c'est défini? C'est donner des opportunités pour euh, combler les fossés euh, en matière de données probantes. On veut soutenir des choses qui reflètent les préoccupations immédiates et s'adapter au contexte, quel qu'il soit. C'est lié au troisième point qui est la flexibilité. Je pense que c'est la première chose qu'on a entendue de partenariat au cours de la dernière collaboration. Nous avons essayé d'avoir un processus comportant des communications régulières avec tous les labos, entre eux et avec nous, pour être en mesure de répondre, de s'adapter aux besoins. Par exemple, le domaine de concentration ou de visée, quels sont les besoins imminents quand il y a des données, comment changer, mais comment faire en sorte qu'on ait les ressources nécessaires, comment prioriser des relations flexibles. Alors, voilà, c'est grâce à cette flexibilité qu'on a pu avoir les impacts les plus importants. Finalement, il s'agit de partenariats. Je l'ai souligné, tout cela, la nécessité de soutenir les relations et qui vont prendre de l'expansion pendant le projet. Les choses les plus importantes, la dernière collaboration, ce n'est pas juste le travail, mais le fait que
Les partenariats se regroupent dans les laboratoires, des labos individuels se voient même à l'extérieur du projet. C'est une des raisons pour lesquelles c'est si important pour nous de participer dans ces projets. Il faut que le projet soit diversifié, fort, comporte un partage de connaissances et on pourra créer une relation qui vont nous soutenir dans cette relation et d'autres aussi. On sait très bien que les agences de financement parlent de partenariats multidisciplinaires. Ça peut être très valorisant, mais c'est beaucoup de travail que de s'adapter aux objectifs des différents partenaires. Et en permettant aux gens de créer ces relations, ils vont tout probablement avoir de meilleures chances de réussir. Nous avons aussi d'autres valeurs qui font partie de cela, mais on veut aussi comprendre, voir et comprendre dans vos propositions. Comment est-ce que vous voyez les partenariats? Comment vous procédez? Comment vous faites un travail interdisciplinaire? Comment que vous ayez travaillé ensemble avant ou pas? Quelles sont les choses ou les stratégies que vous allez mettre en place pour avoir de bonnes relations de travail et une bonne base aussi pour surmonter les défis en matière de partenariat? On veut voir aussi quelles sont les valeurs de votre travail et du partenariat. Par exemple, on veut voir des engagements en matière d'antiracisme, valeurs culturelles, etc. Mais on veut que ça se reflète aussi dans la nature de vos relations. C'est probablement là où on a le plus de questions sur ce sujet. Qu'est-ce que vous allez soutenir exactement? Bon, on a identifié un certain nombre de sujets d'intérêt, on les appelle ainsi, et on estime que les labos vont identifier un ou plusieurs de ces sujets et d'autres aussi, à part ce qui est écrit là. On essaie de les mettre de façon générale pour que ceux qui ont des approches plus créatives puissent s'y trouver, par exemple, créer des façons uniques, interdisciplinaires et diverses de faire des programmes, évaluer, communiquer des résultats, mesurer des résultats de transformation pour les genres et qui touchent les genres et les droits et répondre aux besoins et réalités de certaines communautés spécifiques. Examiner les stratégies pour le partage de données, par exemple, mais les outils, les technologies numériques ainsi que des solutions propres aux communautés, produire des processus de partage de données captivants, pertinents, participatifs et accessibles qui peuvent être utilisés directement par des communautés pour susciter le changement, favoriser un changement positif à l'échelle des systèmes de santé, notamment en renforçant les mécanismes de partage de données. Ça, c'est de façon générale. On veut reconnaître qu'il y a beaucoup de lacunes importantes dans ces grands sujets. Par exemple, il y a des solutions, il y en a qui proposent des solutions, des contextes qui sont fragiles ou dans un contexte humanitaire. Il y a aussi des sujets où le Canada a démontré une expertise et des programmes quand même assez étendus, de sorte que ça peut comprendre des choses, par exemple, santé et les droits des femmes, enfants, adolescents, communautés diverses, l'intersection entre la santé et le climat, l'impact, la COVID, sécurité alimentaire, nutrition.
On sait aussi que il faut comprendre de façon comprendre quels sont les déterminants sociaux de la santé. On veut créer un espace afin de recevoir des solutions qui permettent d'identifier des gens dans leur communauté. Nonobstant ce que je viens de dire, nous souhaitons recevoir des propositions sur d'autres lacunes, dans la mesure où c'est relié à la qualité du genre et aux droits en matière de santé mondiale et qui reflète votre expertise, l'expertise des communautés et leurs priorités. Maintenant, l'argent. Qu'en est-il? Beaucoup de ces changements dépendant des propositions, peut-être on peut avoir plus ou moins de fonds et il faut prévoir quand même. Et alors, à la phase initiale, on parle d'un financement d'un an. On a une attente, une estimation en fonction de ce qu'on des expériences antérieures. On peut allouer un financement d'environ 100 000 canadiens pour une période d'un an, c'est-à-dire du 1er avril 2023 à mars 2023. On peut avoir des propositions aussi qui demandent plus ou moins de financement. Nous recommandons de limiter la demande à 125 000 au plus. Mais encore une fois, s'il y a une raison très précise pour laquelle votre laboratoire demanderait moins ou plus, allez-y. Mais c'est une ligne directrice de façon générale. Il y a des détails sur le budget dans l'offre de proposition et je pourrais aussi répondre à vos questions si vous en avez à ce sujet. En termes de recommandations générales pour développer votre demande de proposition, il y a quelque chose qu'on vous encourage à faire. D'abord, mettez l'accent dans votre proposition sur le défi concernant les données et vos solutions et l'impact potentiel de la solution en fonction de vos connaissances. Nous voulons aussi avoir une orientation, une approche transformatrice au niveau des genres. On veut s'assurer aussi qu'on sait exactement qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Quels mécanismes ou partenariats existants ou établis aideront à atteindre le succès dans cette première phase initiale? Si vous avez des exigences en matière d'éthique et si ce n'est pas encore approuvé, nous voulons avoir cette note. Nous voulons savoir quel est le calendrier d'exécution, comment vous allez utiliser cette année-là de la façon la plus efficace possible. Alors, il faut que ce soit très clair comment vous allez utiliser cette année pour avoir le meilleur impact possible. C'est ça l'information importante que nous voulons avoir. Quelques détails et ensuite on va prendre des questions. Vous pouvez commencer à élaborer vos propositions maintenant. Et il y a des modèles aussi. Si c'est utile pour vous, nous avons des modèles. Mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'il faudrait les présenter le lundi 31 janvier 2022 à 5 heures, à 17 heures. Ouais, il faut l'envoyer par courriel à impact@cansfe.ca. Vous pouvez les présenter en français ou en anglais et toute la documentation qui l'accompagne aussi en français ou en anglais. Comme c'est noté dans la demande de proposition, vous pouvez présenter, si vous avez plusieurs fichiers ou sont dans différents endroits, vous pouvez envoyer des fichiers comprimés, différents courriels, un lien aussi pour s'assurer qu'on a accès à tout. Alors, il ne faut pas que ça vous stresse. On veut que vous puissiez nous envoyer tout ce qui est nécessaire de façon organisée. Et il n'y a pas de plateforme que vous devez présenter les documents. Non, c'est par courriel.
Et donnez-nous la ligne objet en établissant bien clairement ce dont il s'agit, il n'y a pas de problème. Vous allez voir qu'il y a une liste de vérification et cette information est incluse aussi. Si on ne trouve pas tous les documents, nous allons faire un suivi avec vous. Nous voulons aussi être en mesure de répondre à des questions que vous pourriez avoir. Bon, le 26, oui, 26 janvier, toutes les questions et demandes de clarification devraient être envoyées par écrit. Tout ce que vous pouvez avoir en tête, alors au plus tard le 26. Vous pouvez l'envoyer plus tard, mais on va y répondre. Midi 26 et on va répondre à vos questions. Voici les détails de base de la proposition. Je vais répondre à certaines questions fréquentes qu'on a reçues. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce que nous avons reçu ici. Mais vous pouvez aussi les poser à voix haute ou les mettre dans le clavardage. Et il y a un document sur la foire aux questions. Il y en a certaines pour lesquelles j'ai fait plus de suivi. Il y en a d'autres aussi depuis que j'échange avec les gens depuis quelques semaines. Alors, la première question, est-ce qu'il y a des modèles obligatoires pour présenter des propositions ou des budgets? Oui, nous avons, et je vais vous partager le lien, mais c'est sur notre site Internet. C'est un lien à un modèle, un exemple de proposition avec les sections. On le donne en fonction des commentaires de ceux qui voulaient avoir ça. Donc, vous n'avez pas à l'utiliser dans la mesure où toute l'information requise est dans la proposition et dans le document. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce modèle. Il est là simplement pour vous faciliter les choses. Mais je sais que certaines organisations avec ont leur propre modèle. Alors, dans la mesure où reçoit toute l'information dont on a besoin, c'est parfait. En ce qui concerne le budget, dans la demande de proposition, il y a des documents sur les catégories du budget, l'information aussi qu'on a besoin de voir à l'intérieur de cela. Vous pouvez l'utiliser aussi pour élaborer le budget de votre projet. Prochaine question, je vais l'ajouter à la fois aux questions. Est-ce que tous nos partenariats doivent être finalisés avant de soumettre une demande? La réponse est non. On s'attend à ce que beaucoup de partenariats peuvent évoluer, prendre de l'expansion. Euh, on l'encourage, mais on a besoin de voir les organisations admissibles requises. Donc, 2 partenaires au moins, c'est-à-dire une organisation canadienne qu'on appelle avec une orientation recherche, peut-être une université, une institution d'enseignement. Ce n'est pas nécessaire. N'importe quelle organisation dont le mandat principal est la recherche. Et ou une personne aussi qui a ces antécédents. Et l'autre aussi, c'est une organisation de la société civile enregistrée au Canada. C'est pas nécessaire que ce soit, c'est pas nécessaire que ce soit la seule chose, mais ça doit faire partie de votre partenariat. C'est le minimum parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des projets avec seulement une orientation à l'intérieur du pays ou quelque chose qui est basé au Canada. Par contre, si votre projet met en cause des organisations d'autres pays ou du travail, pardon, dans d'autres pays, et on veut voir si vous n'avez pas des partenariats dans ce pays pour soutenir ce travail. Mais il n'y a pas de restriction sur la nature, le type ou l'enregistrement de cette organisation. Et souvent, on sait que des fois, l'enregistrement officiel n'est pas toujours disponible et on ne veut pas que ce soit une exigence. Les organisations étrangères ou les organisations au Canada, outre les 2 partenaires requis,
Ce n'est pas nécessaire qu'il soit officiellement enregistré pour être en mesure de, être inclus dans votre projet. Si ces deux partenaires requis sont inclus, alors c'est bon. Une de ces organisations devrait être l'organisation principale, celle qui soumet la proposition. C'est le premier point de contact. Notre premier contact, si on a des questions sur la proposition. Mais ce n'est pas nécessaire que vous ayez un rôle précis ou pas dans le projet, mais il faut que vous soyez l'organisation qui reçoive les communications et qui est en mesure aussi de répondre aux questions avec les partenaires. À ce propos, pourquoi c'est important? C'est parce que nous voulons limiter les demandes à une proposition par organisation. Mais la nuance, c'est que les établissements d'enseignement ou d'autres établissements semblables qui ont beaucoup de départements, de services indépendants l'un de l'autre, souvent c'est difficile de pouvoir coordonner tout cela dans l'université. C'est la même chose aussi pour les organisations qui font partie d'une fédération qui pourrait avoir un bureau au Canada et des bureaux à l'étranger. Alors, nous vous demandons que votre département ou votre entité qui s'est inscrite soumette une proposition comme étant l'organisation principale. Par contre, vous pouvez présenter autant de propositions que vous le voulez comme partenaire secondaire, disons, et si c'est un établissement universitaire, oui, différents départements, chaque département peut soumettre une présentation. Si c'est une organisation fédérée, une par fédération. Si toutefois vous avez des questions qui concernent votre organisation ou vos partenaires, on ne veut pas que ce soit trop complexe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par courriel et nous allons y répondre. Ensuite, est-ce que vous allez nous aider à communiquer avec d'autres organisateurs qui travaillent dans des domaines ou des questions similaires? Oui, nous allons vous aider pour identifier différents types de partenaires et aussi nous allons peut-être aussi partager des liens pour que vous puissiez prendre contact après la proposition. La dernière question, devrions-nous faire une demande de financement de démarrage si nous comptons faire une demande de financement d'exploration à l'avenir? En fait, la réponse est oui, parce que si il faut commencer par s'inscrire à la phase initiale et ensuite, nous allons d'abord travailler avec ces projets pour pouvoir étendre le financement sur les années qui vont suivre. Alors, c'est notre priorité. Maintenant, advenant qu'après la phase initiale, quand on va soutenir ces projets dans leur expansion, s'il y a d'autres fonds qui sont disponibles, peut-être que nous serons en mesure de faire une deuxième ronde, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Nous voulons utiliser le financement que nous avons là pour que tout soit une réussite. Alors, on n'aura pas de deuxième version. Nos fonds vont soutenir ceux qui ont fait d'abord la phase initiale et ensuite la phase euh, d'exploration. Peut-être que les choses vont changer après, mais on vous le dira en temps et lieu. Nous l'avons fait par le passé, ça a très bien fonctionné. Je vais afficher dans le clavardage, vous allez voir un lien vers un document public
Vous pouvez l'ouvrir maintenant si vous pouvez. Nous avons créé un document accessible publiquement. Si vous écrivez dans le document, tout le monde qui a le lien peut le voir. Alors, l'espace pour le nom du contact. Si vous voulez parler de, bon, qui vous êtes, expliquer qui vous êtes, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez noter les choses que vous recherchez, les partenariats que vous aimeriez établir, les questions que vous pourriez avoir. Si d'autres partenariats vous intéressent, notez-le. Et nous allons examiner ça de près dans les prochaines semaines. Nous essaierons de faire des contacts de façon proactive pour voir quels sont les liens possibles. Ceux qui sont intéressés nous écrivent directement, nous allons y répondre. Mais c'est une réponse aussi une ressource que vous pouvez utiliser si vous voulez en connaître davantage ou si vous cherchez un partenaire si vous voulez avoir plus d'informations. C'est une ressource que vous pouvez utiliser. Remarquez que le deuxième onglet du document, il y a des liens de base, nous allons en ajouter. Mais pour l'instant, dans ce document, vous pouvez trouver un lien direct vers les demandes de proposition et aussi un lien aux questions, à la foire aux questions. Et je vais noter, moi, que c'est mis à jour. Si vous y avez accès, vous allez avoir le lien le plus à jour possible. Ah, c'est la page d'information générale. C'est CanWatch Project Explore. C'est pour identifier ceux qui pourraient être d'intérêt pour vous, des pays aussi, des partenaires éventuels au Canada, à l'étranger. Et ensuite, en bas de la liste, vous vous allez voir un lien vers la collaboration de 2018 à 2020. Vous allez voir 2020, vous allez voir les projets que nous avons soutenus. Alors, si vous voulez travailler sur des projets de cette nature, vous êtes tout à fait les bienvenus. Ceci étant dit, maintenant, nous allons prendre les questions que vous pourriez avoir et auxquelles je n'ai pas répondu encore. Je sais qu'Erika en a sauvegardé un peu de ces questions. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, je vais prendre les questions qui sont écrites et ensuite, on va ouvrir les micros pour que vous adressiez directement vos questions. Alors, je vais passer les questions au fur et à mesure. Toute l'information que j'ai partagée aujourd'hui est disponible dans l'offre de proposition, la demande de proposition, mais souvent, on le dit, puis on trouve que c'est utile que je l'explique. C'est mieux que de le voir écrit. Et tout ce qui est nouveau ou discuté aujourd'hui, ou si vous pensez qu'il y a de la confusion, je vais mettre à jour la foire aux questions sur notre site. Il va y avoir un document en français et en anglais. Est-ce que vous pouvez commenter la valeur des partenariats? Est-ce que ceux qui n'ont pas travaillé ensemble, quel ancien partenariat serait utile pour comme apprentissage? Oui, en fait, si vous regardez les anciens labos, on l'appelle le labo numéro 2, les chiffres, c'est fondé sur aucune notation quelconque, là, c'est dans l'ordre, mais le labo 2 s'est penché sur des questions en matière d'équité et aussi l'équité dans les partenariats. C'est une initiative assez intéressante et il y a eu des publications, des informations sorties de ce projet. Il y a des bonnes choses qui vont être partagées. En ce qui concerne maintenant ce qu'on a vu,
quels sont les apprentissages, les connaissances apprises? Nous avons des webinaires sur notre site Internet. Regardez 2018-2020. Il y en a un certain nombre sur ce qui fait qu'un partenariat réussit, surtout les partenariats CSO. Regardez celui-là. Le labo qui regardait l'équité dans les relations, il y a des bonnes présentations. Un autre labo a étudié une collaboration internationale avec l'Université de Toronto, Nutrition International. Les leçons qu'on en a tirées, je pense, de façon générale, c'est qu'on établit des attentes très claires sur les exigences dès le départ, ce qui est exigé dès le départ, parce que ce que vous avez besoin de faire pour que ça réussisse, votre organisation. Vous savez, est-ce que la publication est importante pour vous? Comment est-ce que vous voulez communiquer entre vous? Quelles sont les attentes en matière d'échange avec la communauté? Quelles sont les valeurs qui vous animent, c'est-à-dire quand vous travaillez avec d'autres? S'assurer que les gens communiquent régulièrement. Si vous établissez un partenariat, êtes-vous prêt à communiquer entre vous, surtout si vous n'avez pas travaillé ensemble avant? Il y a aussi des recommandations sur une personne ressource désignée. Il faut le prévoir dans le budget, mais quelqu'un dont le travail est de coordonner, quelqu'un qui coordonne et qui communique entre les différents partenaires, un peu comme une fonction de secrétaire. Avoir quelqu'un aussi qui se tient à l'affût des communications et qui a ce rôle désigné. Ça fait que le partenariat réussit. Ce sont les messages qui peuvent être utiles, surtout pour des partenaires et partenariats qui n'ont jamais travaillé ensemble avant. Et vous pouvez aussi partager d'autres leçons. Je vais mettre les liens. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être utiles. Finalement, on peut dire que les partenariats exigent qu'on investisse du temps, de soi, et ce ne sont pas tous les partenaires qui doivent avoir le même niveau de contribution. À noter, ce n'est pas nécessaire que tout le monde y mette le même temps, même nombre de ressources. Euh, vous les adaptez selon ce qui est approprié pour vous. La demande est ouverte. Maintenant, elle se termine le 31 janvier 2022. Si une organisation a 2 projets ou plus, les labos doivent travailler juste sur un projet. Ah oui, je comprends. Si vous pouvez le présenter comme faisant partie d'une seule proposition, comme partie d'une stratégie, c'est ce qui est important pour nous, peu importe comment vous l'avez morcelé sur le plan administratif. Dans la mesure où les idées sont claires, cohérentes, c'est suffisant. En termes de société civile, nous voulons permettre aux organisations de s'identifier elles-mêmes avec leur propre terminologie de façon générale. Mais quand je parle de société civile, je ne parle pas d'entité publique. On appelle ça, par exemple, des instituts de recherche. Mais sinon, oui, vous allez respecter la définition d'une organisation civile. Vous pouvez voir quelle est la meilleure classification à utiliser. Sinon, si vous n'êtes pas associé au gouvernement et si vous êtes distinct d'une entité de recherche, vous êtes une organisation civile. Vous êtes tombé dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a un nombre de partenariats recommandés? Non. Ça dépend de votre projet. Vous choisissez. Il s'agit que vous ayez les bonnes personnes autour de la table, quelles qu'elles soient. Et libre à vous de choisir. Ce n'est pas nécessaire que ce soit selon des groupes, des catégories autres. Est-ce que si une institution de recherche reliée à une université
est indépendante? Je ne sais pas et quand je ne sais pas exactement l'affiliation de cet institut de recherche, hem, en fait, si on va vous regarder vous, est-ce que vous êtes indépendant de l'université? Est-ce que votre propre service ou est indépendant? Alors oui, vous allez être une entité indépendante, comme un département dans une université peut présenter une proposition, mais on ne peut pas avoir de propositions multiples d'une seule organisation. Est-ce que la recherche doit être faite dans certains pays ou dans certaines régions? Non, pas de restriction quant au pays ou lieu géographique. Est-ce que les projets de recherche sont admissibles? Oui. Le Canada est inclus, c'est pas nécessaire que ce soit uniquement mondial. Oui, ça peut l'être. Est-ce que pas nécessaire que ce soit juste le Canada, mais ça peut l'être. Il n'y a pas de restriction quant au lieu géographique. Est-ce qu'il y a une enveloppe pour chaque labo dans la phase d'exploration? Oui. Nous prévoyons que sera plus qu'un an parce que dans la première année, il y a des choses qu'on ne fait que développer et démarrer. C'est la raison pour laquelle on veut que ce soit flexible. C'est pour ça que j'ai dit que nos priorités seront de soutenir les projets financés dans la phase initiale parce que leur budget pourra aussi changer. On va être en mesure de travailler avec eux pour les soutenir. Euh, sur- Et on pense que ces budgets vont peut-être augmenter un peu. Alors, on va le prévoir. Une organisation avec plusieurs propositions dans différents projets. Ce que je veux dire qu'une proposition par organisation enregistrée. Vous pouvez être partenaire sur plusieurs projets, mais si vous êtes l'organisation principale, votre organisation principale ne doit avoir qu'un seul projet. Ce que vous y incluez pour la coordonner, bon, il en reste qu'à vous de décider. Est-ce que vous pouvez faire du travail au Canada et dans des pays en développement maintenant? Oui, ça peut être au Canada et à l'échelle mondiale, ou ça peut être exclusivement au Canada ou exclusivement mondial. C'est pas nécessaire. Il peut y avoir une composante canadienne, mais oui, la réponse est, ça dépend de ce que vous avez besoin pour votre projet. Je pense que j'ai passé toutes les revues qui étaient, les questions qui étaient dans la conversation. Maintenant, nous avons fait les choses en moins d'une heure. Mais s'il y a d'autres questions ou d'autres choses en tête, étant donné qu'on en a parlé là déjà, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel et c'est à impact à commercial canwatch.ca. C'est dans le cavardage. Vous voyez? Alors, envoyez vos questions là. Et on va répondre aux questions dans notre foire aux questions. Merci, merci à tous pour votre temps aujourd'hui. Merci pour votre intérêt dans cette initiative. J'espère que vous êtes aussi emballés que nous et j'ai toujours hâte d'apprendre le travail, à connaître mieux le travail que vous faites et aussi de soutenir des initiatives extraordinaires dans la prochaine phase. Merci à tous. Prenez soin de vous et on garde le contact. À la prochaine. Merci, Jessica.